Il y a Mathilde Panot, députée France Insoumise. Je pense qu'on la connaît tous sur ce dépôt. Elle a loupé, quoi, allez, aucune mobilisation, on se le dit tranquillement. Donc là, elle a couru en sortant de l'Assemblée nationale pour venir nous donner sa parole, son soutien. Donc je vous appellerai les camarades, si vous pouvez vous rapprocher, avoir une attention particulière à cette prise de parole. Merci. Ensuite, après Mathilde Panot, on invitera les copains de l'Infrapol à s'exprimer sur la situation aussi chez les cheminots. Merci Mathilde. Merci à toi, bonjour à toutes et à tous. Juste un petit mot, je suis désolée d'être en retard, donc j'étais en hémicycle, donc je suis venue aussi vite que possible parce que ça me tenait vraiment à cœur d'être là aujourd'hui. D'abord évidemment pour Alex, à qui on menace son emploi parce qu'il a fait grève, il faut le dire tout simplement, parce qu'il a fait grève pour l'intérêt général, et que derrière Alex, derrière toutes celles et tous ceux qui se sont battus contre cette réforme infâme des retraites, eh bien, il y a l'idée de ce gouvernement que si on cible quelques-uns, alors que nous avons tous bloqué, j'ai bloqué moi aussi, si on cible quelques-uns, eh bien, c'est justement pour essayer de faire taire tous les autres. Et parce qu'il y a des combats pour la RATP qui vont être extrêmement importants, notamment l'ouverture à la concurrence, eh bien, le signal qui est envoyé par ce gouvernement, c'est on va casser quelques vies, et comme ça, eh bien, il n'y aura plus de résistance. Et si nous sommes ici, toutes et tous, c'est pour dire que nous répondons à cette offensive autoritaire par la solidarité, par le nombre, parce qu'il n'y a que le nombre qui peut faire échouer leur politique infâme. Et il y a une dernière chose que je voulais dire et qui pour moi est extrêmement importante. C'est que si on s'acharne sur Alex et sur tous les autres, c'est aussi pour une raison très précise. C'est que nous avons gagné la première bataille des retraites. Et je crois qu'il faut le dire, honneur à ces femmes et à ces hommes qui ont perdu jusqu'à 2 mois de salaire pour l'intérêt général, pour dire qu'on ne veut pas crever au travail et qu'on ne l'acceptera jamais. Eh bien, s'il n'y avait pas eu cette bataille, ce n'est pas dû au coronavirus. S'il n'y avait pas eu cette bataille, eh bien, cette réforme serait passée. Et tout le monde comprend que dans les moments économiques absolument terribles qu'on est en train de vivre, tout le monde comprend que si on avait fait dépendre les retraites de la situation économique, ça aurait voulu dire encore plus de retraités pauvres dans notre pays. Donc merci à ces femmes et à ces hommes qui se sont battus. Et c'est pour ça qu'ils s'acharnent autant. Parce que nous avons gagné haut la main la première manche. Et que maintenant qu'ils osent revenir avec leur réforme des retraites, je crois qu'ils n'y arriveront pas. Et nous serons derrière Alex jusqu'au bout parce qu'il est inadmissible. Sur un point de vue personnel, sur un point de vue syndical, sur un point de vue politique. Il est inadmissible qu'on casse des gens, qu'on détruise des familles, qu'on fasse peur aux gens en leur disant que s'ils revendiquent leurs droits, eh bien s'ils revendiquent leurs droits, ils perdront leurs emplois. Je vous le dis, là, le licenciement, la sanction sur Alex a été jugée illégale par l'inspection du travail. Merci beaucoup. Par l'inspection du travail. Ce qu'ils font est illégal. Nous devons gagner pour Alex, mais surtout pour tous les travailleurs de ce pays à qui on ne respecte pas les droits. Parce que sinon, le message qui est envoyé, c'est taisez-vous tout le monde, on vous bafoue vos droits et fermez vos bouches. Et l'autre message qui est envoyé, c'est qu'il y aura une impunité totale aux patrons voyous. Nous n'acceptons pas ça. Donc merci à vous de vous battre et de continuer à vous battre et on continuera à porter cette lutte avec vous. Merci beaucoup Mathilde pour ce soutien, encore. Donc maintenant j'invite un copain de l'Infrapol, vous voulez prendre la parole aussi? Je te remercie camarade. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc nous, c'est l'Infrapol Paris Nord, on est les agents voix. On est pareil depuis longtemps engagé dans un gros conflit avec la direction. Je pourrais vous dire, on arrive à un point où il y a tellement une volonté de nous casser et de nous briser que clairement même moi, honnêtement, je compte même plus les jours de grève. J'ai arrêté de compter à 70. Vous savez pourquoi? Parce que ça va même aller jusqu'à 300 jours de grève. J'arrêterai pas. Il y a un truc que j'ai eu il n'y a pas longtemps, c'est Machiavel qui disait « Celui qui contrôle la peur des gens, il contrôle leurs âmes. » Et tous là, quelle que soit la répression, les menaces, tout ce qu'ils peuvent essayer de vous faire pour vous déstabiliser, pour pouvoir en fait tout simplement vous mettre plus bas que terre,
Juste, résistez. Résistez, vous ne laissez pas faire parce que c'est comme elle l'a dit, c'est vos droits. On doit vous respecter. Là, demain, le patron, vous êtes plus là, hein. Crois pas, hein. L'argent Monoprix, c'est pas lui qui va venir faire les palettes, le patron. Tu vois ce que je veux dire? Là, nous, demain, on n'est plus là. C'est pas mes chefs qui vont descendre, qui vont commencer à mettre les THV, à s'habiller en orange, pour commencer à gratter à la fourche. C'est-à-dire que sans nous, ils sont rien. Donc, quand ils vous prennent pour des moins que rien, croyez-moi sur parole, si vraiment vous serez des moins que rien, vous ne serez même pas là. Parce qu'on a tout simplement, le boulot, c'est nous, on le fait. Ça, ils ne le savent pas en fait. Ça, ils ne le comprennent pas, ils l'ont oublié. Ils sont un petit peu là-haut, dans leur espèce de tour d'ivoire, ils sont un peu perchés. Mais moi, je vous dis juste, il y a des gens, des fois, qui perdent espoir, parce que c'est dur. On est là, à la fin du mois, on compte les sous. On a l'impression que les choses n'avancent pas. On se dit, pourquoi est-ce qu'on se mobilise, sinon les choses ne bougent pas. On voit peut-être des gens autour de nous qui commencent à lâcher un peu à peu, à perdre espoir. Ça crée vraiment des fois des cassures dans les familles. De grosses divisions, voilà exactement. Il y en a des fois qui perdent tout, ils perdent leurs femmes, perdent leurs enfants. Il y en a même qui perdent leur maison. Parce que la grève, c'est dur. Et ça, là-haut, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent que tu sois à bout. Comme ça, au final, t'abandonnes, tu lâches. Tu les laisses gagner. Et toi, tes droits, ce que tu mérites, ils s'assoient dessus. C'est pour ça, il ne faut jamais laisser ces gens-là avec allégresse vous marcher dessus. Et là, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, avant même de parler de nous, c'est que je sais qu'il y en a plein qui sont dans des situations où des fois on ne sait pas où est-ce qu'on va, on est désespéré. Mais croyez-moi sur parole, quelle que soit l'étiquette syndicale, quel que soit le secteur, quel que soit le métier, ne perdez pas espoir, parce qu'on est tous ensemble. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Parce que je sais que c'est dur. Là, ça fait un an qu'on vit une situation bizarre dans ce pays. On a l'impression qu'on est les seuls en France sur Terre qui n'avancent pas. C'est malheureusement difficile. On a l'impression que tout est immobilisé. On a du mal à avoir des perspectives sur l'avenir. Et c'est encore d'autant plus dur quand on a des enfants. Parce qu'on est forcément beaucoup plus inquiet pour leur avenir. Il y a un truc qui est vrai. Moi, je suis père depuis 4 mois. Et il y a un truc que je peux vous garantir, c'est que quand on est parent, on s'oublie quelque part. Parce que tout l'espoir et l'amour qu'on envoie pour nos enfants, ça surpasse même nous par rapport à notre manière de voir les choses. C'est-à-dire que nos enfants passent avant nous, et que même par rapport à eux, on a envie de se battre. On n'a plus envie de se laisser faire. On n'a plus envie de se dire à un moment donné, c'est comme ça ne changera plus. Non, il faut que ça change. Il faut qu'on se batte. Parce que si c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. Ce sont eux qui vont travailler demain. Donc c'est pour ça. Lâchez pas l'affaire, tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup pour ton intervention, camarade. Cette détermination, de toute façon, on va travailler tous les jours, partout, là où c'est possible pour la faire grandir et que cette détermination devienne celle des autres, de tout le monde. Donc, musique, ça commence déjà par ça, se rassembler. Profitons, faisons connaissance. Ce genre de rassemblement, c'est pour resserrer nos liens. Savoir que aujourd'hui, demain, après-demain, on ne sera pas seul dans les luttes. Merci les camarades, on continue. Aujourd'hui, on est venu soutenir Alex El Gamal au centre-bus de Vitry. Il faut savoir qu'il y a 2 mois de ça, pendant la grève de retraite, il a été sanctionné avec moi. Lui, ils ont demandé la révocation. Moi, ils m'ont mis 2 mois de mise à pied. Aujourd'hui, les RATP continuent à m'harceler moralement et même physiquement parce qu'elle dirige sur un cabinet qui s'appelle Simon C. Simmons pour dire que moi, j'ai harcelé moralement un chef. L'histoire commence comment? L'histoire commence où une femme m'alerte comme quoi il a accusé d'avoir touché ses seins. Une collègue, c'est ça? Comment? Elle travaillait à la RATP également. Cette femme-là travaille à la RATP. Elle dénonce avec une main courante comme quoi un chef lui touche ses seins, essaie de l'embrasser de force, elle refuse de la déposer main courante. Moi, en tant que référent harcèlement sexuel, j'alerte la direction, on mène une petite enquête à gauche, à droite, voir si c'est avéré ou pas. Parce que nous, on a une main courante qui dit que cette personne-là s'est fait harceler. Que fait la direction? Diligence une enquête contre moi pour à la finale dire c'est du harcèlement moral. Mais moi, la direction me fait un peu rire.
Elle prend les meilleurs avocats qu'il a au monde, c'est Simon ce cabinet, qui est payé par la RATP pour monter un dossier à charge pour harcèlement moral. Moi j'ai harcelé moralement personne. Il faudrait vraiment se poser la question, comment se fait-il que cette personne-là se retrouve avec une main courante et est accusée d'avoir touché les seins de quelqu'un et essayé de l'avoir embrassé de force. C'est ça la réalité. Et en plus, il faut savoir qu'il lui a envoyé des messages où il y a comme des menaces. Il a menacé cette femme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, les mails que j'ai reçus de cette personne-là, il y a quand même des menaces. Il y a une main courante qui est écrit, qui est fait par un commissariat. Genre, cette personne-là, ça va dans un commissariat pour dénoncer des faits de harcèlement sexuel. Parce que toucher les seins d'une femme, c'est considéré comme de harcèlement sexuel. Je ne pense pas que la personne est là pour mentir. Si on va dans un commissariat, c'est qu'elle a bien subi quelque chose. Et la RATP, elle n'a pas mieux trouvé que de faire une enquête contre moi, et bizarrement cette enquête payée par la RATP, où on dit que c'est moi qui ai harcelé moralement un chef. Cette personne-là, je l'ai vu 4 fois dans ma vie, ou 5 fois. Je veux dire, je suis pas là pour harceler moralement, moi je suis là pour dénoncer des faits d'harcèlement sexuel. S'ils sont avérés, ils sont avérés, mais en tout cas il y a une main courante contre cette personne-là. Je trouve ça bizarre que les RATP aujourd'hui décident de me convoquer en disciplinaire, et la date va bientôt tomber, je sais pas quand, mais d'ici la semaine prochaine, pour m'accuser d'harcèlement moral. Après, ça m'étonne pas de la RATP. Une personne comme moi qui est active, qui dénonce tout ce qui se passe dans les RATP sur le Covid et on se bat contre l'ouverture à la concurrence, bien sûr que des mecs comme moi ou comme Alex, elle a envie une fois pour toutes leur faire fermer leur gueule et d'arrêter de dénoncer ce qui se passe dans les RATP. Moi, je suis déjà comme la voix de plusieurs femmes dans les RATP sur du harcèlement, des propos sexistes, on se bat à la RATP pour ça parce que je suis référent harcèlement. Alors je dénonce ça et je me retrouve moi pour harcèlement moral. Et c'est pour ça que la direction, c'est toute une cabale qui est faite contre moi pour dire ce mec-là, il faut lui faire fermer sa bouche parce que je combats. On a quand même beaucoup combattu contre le Covid, on a dénoncé la RATP sur plusieurs sujets, on a reçu même à mettre en mise en demeure la RATP le travail qu'on a fourni sur la SCCT, sur la prévention et la sécurité. Et aujourd'hui, la prévention, c'est de respecter la femme. Si on dénonce des faits d'harcèlement sexuel, vu qu'il est accusé d'avoir touché les seins d'une femme, j'ai du mal à comprendre comment c'est moi qui passe en disciplinaire et lui n'est pas inquiété de rien du tout. Il faut savoir que le référent harcèlement, il n'a pas de mandat. C'est-à-dire que c'est un truc que les lois ont mis avant les dernières élections. On nomme des référents harcèlement dans les instances. Moi, bon, je dirais que j'ai un mandat d'élu de la SCCT et en même temps on m'a donné le mandat de référent harcèlement parce que moi j'ai la cause des femmes, voilà, je me bats beaucoup à la RATP pour les femmes enceintes, pour les arranger sur leurs horaires parce qu'une femme enceinte on sait que c'est un peu compliqué quand elle a son enfant pour avoir les horaires et là moi je me bats beaucoup pour les femmes dans l'entreprise et ça les RATP je pense qu'arrive à un moment donné elle en a marre de moi parce que je dénonce réellement ça. C'est dénoncer de faits d'harcèlement sexuel. Vous pouvez faire parce que tu n'es même pas protégé. Aujourd'hui, on voit le mot protégé, c'est un grand mot parce qu'on voit qu'Alex El Gamal, lui, c'est un élu et il finit avec son mandat et, au ministère du Travail où la RATP va demander son licenciement. Genre, le mandat lui-même, il ne sert plus à rien aujourd'hui. C'est le fait qu'on dénonce le travail contre la direction, c'est ça qui nous met en danger parce qu'aujourd'hui, un élu n'est plus un élu. Un élu, quand il dénonce, aujourd'hui, on peut le virer. Et ça, c'est pas normal qu'aujourd'hui, on peut virer des élus quand ils dénoncent, quand ils font des grèves. Pour se battre pour les conditions de travail. Elle est tout seule chez elle en train de souffrir. Oui, personne n'a pris le temps de parler avec elle. Et on voit que personne, elle n'est pas inquiétée parce que c'est moi qui est inquiété sur du harcèlement moral. Donc là, à l'heure actuelle, où en est cette affaire justement? Parce que est-ce qu'elle est exclue? Comment ça se passe? Elle, pour l'instant, elle est en arrêt de maladie. Elle est en arrêt de maladie par rapport à tous ces faits d'harcèlement, tout ça, elle est en maladie. Et moi, je me retrouve bientôt en disciplinaire parce que j'ai dénoncé. C'est quand on voit l'affaire Pierre Ménez et on voit comment ça a été dur de dénoncer parce que c'est comme des femmes journalistes qui peuvent avoir pignon sur rue et pouvoir tout dénoncer. On voit comment c'est super verrouillé. C'est-à-dire que moi, je félicite ces femmes courageuses en montant ce reportage-là. Et à la RATP, c'est pareil. Dénoncer des faits d'harcèlement sexuel, ça peut se retourner contre les personnes et on sera attaqué parce que et là moi par rapport à Pierre Ménez, on voit bien que ça a fonctionné parce que médiatiquement ils ont bien médiatisé l'affaire pour qu'il soit puni. Pour l'instant je ne sais pas s'il est puni ou pas mais en tout cas on voit bien qu'il a été retiré de Canal+, il a été mis de côté. Qu'à la RATP pour l'instant c'est pas ça, la seule personne qui est mise en cause c'est moi pour harcèlement moral. Le référencement il a zéro moyen, il a zéro mandat, il a rien. En fin de compte il le fait parce qu'il a envie de le faire, c'est un mandat avec rien. C'est-à-dire que soit tu le prends, mais il n'y a pas de moyen. Tu fais tout sur tes heures à toi. Il n'y a pas de moyen pour le référencement. Il est protégé de rien du tout. Mandat fictif. Ouais, c'est un mandat fictif. On t'alerte sur du harcèlement, sur les propos sexistes. Et c'est vrai qu'il faut savoir que dans beaucoup de dépôts, personne n'a voulu prendre ce mandat parce que c'est un mandat qui ne protège de rien. Il n'y a pas de moyens et c'est des sujets tellement sensibles que personne ne veut en parler dans les RATP. Je suis quasiment la seule personne qui a dénoncé beaucoup de faits d'harcèlement ou des propos sexistes dans les RATP. C'est pour ça qu'aujourd'hui on m'attaque quasiment sur mes mandats pour avoir défendu la cause des femmes. Et est-ce que c'est pas un non-sens au vu de l'actualité justement?
de la RATP, c'est une position particulièrement sexiste. Mais bien sûr que la RATP, normalement, leur a dû me donner une médaille pour avoir dénoncé ces faits-là. Non, elle me colle leurs meilleurs avocats pour me faire passer en disciplinaire pour harcèlement moral. Et ça, normalement, c'est vrai que ça, c'est des affaires comme ça, il faut les médiatiser, comme on va le redire, comme l'affaire Pierre Ménès. Si c'était pas passé à la télé, mais ces femmes qu'il a embrassées sur des plateaux ou touché les fesses, mais on l'aurait jamais su. Ces femmes-là, c'était des femmes guerrières, ils n'ont pas lâché l'affaire. Aujourd'hui, on voit que ça aboutit à quelque chose. Et à la RATP, ouais, le fait que je dénonce ça, mais c'est moi qui ai attaqué. Et bien sûr qu'il faut médiatiser cette affaire sur le harcèlement sexuel et les propos sexistes dans l'entreprise et les RATP. On est 65 000 personnes, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, on a embauché. Il faut bien les défendre et il y a le respect de la femme dans l'entreprise. Bien sûr que la victime est là pour soutenir. La victime, en déposant une main courante, déjà, c'est elle-même qui dénonce les faits. Moi, je dénonce aucun fait. Moi, j'ai une main courante. Elle dénonce les faits. Bien sûr qu'elle sera là pour témoigner. Moi, j'ai pas fait une main courante. C'est elle qui dénonce à la RATP comme quoi on m'a touché les seins. Toutes victimes sont là pour normalement dénoncer. Il faut savoir qu'à la RATP, ils mettent tellement une pression aux femmes pour fermer vos bouches, ça évitera qu'on vous sanctionne de l'autre côté, parce qu'il y a quand même le revers de la médaille. La sanction, malgré que ce soit elle qui soit victime, c'est elle la victime, mais pour l'instant, la seule victime, on ne dit pas que c'est elle. La victime, c'est la personne qui est soi-disant accusée je suis accusé d'harcèlement moral. Elle, la victime, elle est là. Elle n'est pas reconnue pour l'instant, la victime, elle n'est pas reconnue. Pour l'instant, elle a dénoncé des faits d'harcèlement sexuel. Elle n'est pas reconnue, elle est chez elle, elle est en maladie. Et la seule personne à qui on fait l'enquête, et c'est moi qu'on l'attaque pour avoir dénoncé ces faits-là. Et en gros, il y a également, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, des messages de menaces. J'ai reçu de sa part sur ma boîte mail professionnelle où il a menacé. Voilà, bonjour monsieur le secrétaire, référent harcèlement, voilà les messages qu'il m'a envoyés. Moi, voilà, avec la main courante. Nous, on alerte la direction, on est là pour prévenir la direction, mais la direction, j'ai l'impression qu'elle en a un peu rien à cirer. Son seul but, c'est de licencier M. Béral. Ouais, c'est surtout moi qu'elle veut, et elle ne veut pas gérer ces problématiques-là. Parce que je sors de 2 mois de mise à pied. Il n'y a même pas 8 mois de ça, je sors de 2 mois de mise à pied, et je retourne encore dans une affaire de disciplinaire par rapport du harcèlement moral. C'est moi qui dénonce les faits d'harcèlement à la direction, c'est moi qui est condamné pour harcèlement moral. En plus, la personne, je la connais même pas, c'est des gens avec qui je bosse, c'est des chefs à qui on s'envoie des mails, il y a des problèmes de sécurité, on l'interpelle. Le harcèlement moral, il ne tient pas la route. Le seul truc, il faut bien trouver un petit dossier contre Béral Hamed pour essayer de le licencier une fois pour toutes parce qu'il dénonce trop d'affaires sur la RATP, c'est tout. Bien sûr que les collègues de la CGT, ils m'ont soutien. Et quand même, la CGT, c'est un gros combat. Le harcèlement sexuel, le sexisme, c'est pas que la CGT. Je veux dire, même sans étiquette, moi, je sais pas. Si tu as une sœur, tu n'aimerais pas entendre qu'il y a un mec qui lui a touché les seins ou il l'a violée. Combien de femmes vont déposer des plaintes ou des mains courantes au commissariat et après, un an après, on entend que son mari l'a butée. Après, ils vont dire... Ah oui, c'est vrai, elle avait déjà dénoncé, mais qu'est-ce qu'on a fait pour ces femmes-là? À chaque fois, on fait rien, mais on va pleurer quand ils vont se faire tuer. Et on le voit. À un moment donné, moi je suis là pour dénoncer ça et c'est ça qui plaît pas à la RATP, c'est tout. Oui, les raisons officielles, c'est que pendant la grève des retraites où on a fait 2 mois de grève, en sortant de la grève, on m'accuse d'avoir bloqué le dépôt. Moi je prends les PV d'huissier. Je suis pas trop accusé de bloquer le dépôt, on m'accuse comme quoi j'ai ramené des gens, des profs, des étudiants pour bloquer le dépôt. Et on me dit comme quoi je connaissais ces personnes-là. En fin de compte, 21 dépôts de bloqués, je connaissais les personnes des 21 dépôts. Moi, des profs sont venus soutenir leur retraite pour dire stop à ça, à cette mascarade. Et moi, je suis accusé d'avoir ramené toutes ces personnes-là, tenir un piquet et d'avoir bloqué le dépôt. Et on voit bien que voilà, j'ai pris 2 mois de mise à pied. Là, ça va être le dossier vient d'être déposé au prud'homme pour attaquer la RATP par rapport à cette affaire-là. Il faut savoir que moi, j'ai déjà gagné 2 prud'hommes contre eux. À la RATP, j'en ai un le 13, là où je passe au prud'homme, où j'ai été sanctionné d'une journée de mise à pied parce que j'ai contrôlé un dépôt sur la vétusté des bus et je me retrouve avec une journée de mise à pied. Et là, ça passe le 13 au prud'homme. 13 avril à Louis Blanc pour dénoncer cette sanction qui est surtout un harcèlement à mon encontre parce que moi j'ai un mandat pour contrôler des bus et on me sanctionne sur mes mandats encore une fois de plus. En fin de compte, dès que je bouge une oreille, on va me sanctionner. Sur mes propres prérogatives. Concrètement, aujourd'hui, comment ça se passe? Parce que finalement, vous arrivez sur votre lieu de travail, vous avez des missions particulières et finalement, quelque part, vous n'avez pas le droit de les réaliser, ces missions? C'est ça. En fin de compte, moi, j'ai une mandature. Je dois aller, j'ai 6 dépôts sur le Flandre ou Béliard. Je peux aller à n'importe quelle heure, à minuit ou à 4h du matin, contrôler n'importe quel dépôt à n'importe quelle heure. J'ai accès partout. Et là, aujourd'hui, quand on me sanctionne par rapport à une journée de mise à pied par rapport à ça, c'est pour me dire, Monsieur Béral, vous allez la fermer votre bouche. Vous avez un mandat, mais votre mandat, vous n'allez pas vous en servir. Nous, on va vous licencier à force de continuer votre travail. Quand tu fais du bon travail d'élu,
Bah, le problème, c'est que tu te retrouves en disciplinaire. Il faut savoir que quand j'ai contrôlé un jour ce dépôt de Béliard, on était 13 élus à le faire. Et sur 13, on n'en sanctionne que 4. Comment on Les explique? 4 de la CGT. C'est ça. Comment on l'explique, c'est que, on va pas se mentir, la CGT c'est quand même un syndicat qui est contre les patrons, qui se bat réellement pour les salariés. Parce qu'aujourd'hui, si on voit, il y a Solidaire qui est là aussi pour soutenir le camarade Alex. Mais moi, j'ai jamais vu un syndicat comme l'UNSA qui est à la RATP, qui est numéro 1, soi-disant numéro 1 à la RATP. Mais on les voit dans aucune manifestation et qui ne sont pas là pour défendre les intérêts des salariés ou des agents. Ils seront là pour dire stop à cette répression. Eux, ils ferment les yeux, ils en ont rien à foutre. Et c'est le. Voilà, l'UNSA, ils bossent plus avec les patrons que de bosser avec nous sur le côté pour dire stop à cet acharnement, à notre rencontre, c'est tout. Une situation, on l'imagine, très tendue encore aujourd'hui avec la crise sanitaire. Comment vous vivez? Quelle est la pression à l'heure actuelle au sein de la RATP? Bien sûr qu'avec cette crise sanitaire, on le sait tous, on voit que les machinistes sont en panique quand ils prennent le bus, parce qu'il faut savoir que là, il y avait Pécresse a validé la reprise de la vente de tickets. Avec toutes ces personnes de Covid, on nous a dit de revendre des tickets. On nous a retiré les gestes barrières. Et la RATP, il y a beaucoup de machines aujourd'hui qui sont beaucoup de cas contacts, ils ont attrapé le Covid. Voilà, bon, j'ai un pote à moi là sur Flandre, mais là il sort du coma de la réanimation au bout de 3 semaines. On le sait que les cas de Covid ont super augmenté, mais la RATP elle en a rien à foutre. Elle est là pour faire une productivité, de faire rouler des bus au détriment de la santé, des salariés et quasiment des usagers, parce qu'eux aussi ils prennent le bus. On ferme les écoles, mais nous on continue à vendre des tickets. Il y a plusieurs barrières. On peut acheter des tickets par SMS sans avoir accès avec le chauffeur. Mais les RATP, elle a dit ok, ils vont acheter des tickets par SMS, mais on va retirer tous vos gestes barrières. Et on s'était battu pour avoir des plexiglas, pour être en sécurité dans un bus. Même tout ça, les RATP les a retirés contre les machinistes. Concrètement, comment on explique qu'avec la prise de parole du président récemment, on puisse avoir encore de la vente de tickets? C'est toujours le cas à l'heure actuelle? Ouais, à l'heure actuelle, c'est toujours le cas. On vend encore des tickets. Est-ce que le président ou le gouvernement savent c'est quoi un bus? On se pose bien la question. Pécresse, c'est la présidente du DFM, c'est elle qui a donné l'ordre pour la vente de tickets, mais elle-même, elle ne sait même pas c'est quoi un bus. C'est suicidaire, ça veut dire de reprendre la vente des tickets. Quand les écoles ferment, nous on continue à vendre des tickets. Et nous on va contaminer les usagers, on va contaminer nos familles en vendant des tickets. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi les RATP ne stockent pas ça tout de suite. Et ça c'est une question, il faut la poser au gouvernement. Nous on lui pose, on est parti en justice contre eux pour dire stop à la vente de tickets. Et ça représente 1%, c'est-à-dire que financièrement, les RATP ne perdraient rien en question. Si on parle d'argent, ça coûte rien la vente de tickets dans les bus. À part nous mettre en cas contact ou en cas Covid et peut-être décéder si on chope le Covid. On en est où de la procédure judiciaire là-dessus? Aujourd'hui, on sait qu'on a fait appel, on passe aujourd'hui en justice pour stopper la vente de tickets. On attend la réponse aujourd'hui par rapport à notre avocat Jérôme Bourzakian qui suit cette affaire de très près. Et je pense qu'on n'avait même pas besoin d'aller en justice parce que la justice, est-ce qu'elle est là pour nous donner raison au patron? Il n'y a pas besoin d'aller en justice. Il suffit d'allumer la télé, de voir que les gens décèdent du Covid. On voit les gens contaminés à la RATP. Il faut arrêter la vente de tickets. Il n'y a pas besoin d'aller en justice. C'est un bon sens. On a fermé les écoles. C'est qu'il y a bien une raison. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont chopé le Covid. Nous, dans les bus, tout va bien dans les bus. Et il faut savoir que le Covid, quand même, les gens qu'on transporte vont à l'école, vont au travail. Et le Covid, on doit quand même se battre déjà, c'est déjà dans les transports. Là, on est sur la Nationale 5. Et il y a le TNF qui va remplacer une ligne 2 bus 183. Mais cette ligne ne sera pas détenu par la RATP? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, aujourd'hui on sait qu'il y a bientôt l'ouverture à la concurrence. On vient bien qu'on a perdu le tramway, mais est-ce que c'est pas la RATP elle-même qui a dit je prends pas le tramway, je le ferai passer par des filiales et je vais le récupérer dans 5 ans? C'est ce qui va se passer bientôt en 2024 sur le dépôt. C'est qui détient la ligne 9 là? Je ne connais pas trop la société qui détient, mais je sais que la RATP a perdu le marché. Et en 2024, il y aura 23 dépôts de bus mis en concurrence. On va bien savoir, la RATP, quel dépôt va garder. Nous, ce qu'on se dit, on dit peut-être qu'elle gardera que les dépôts de Paris pour la belle vitrine. Et tout ce qui est banlieue, elle laisserait sous-traiter à d'autres personnes. Et il faut savoir que
L'ouverture de concurrence, ça veut dire que ça engage nos conditions de travail, travailler plus, comme si c'était pas assez dur de conduire un bus. Et on sait qu'aujourd'hui, on va travailler plus pour avoir trouvé un patron du jour au lendemain qui va venir, qui est là pour faire de la productivité et rien d'autre. Et c'est vrai que nous, on se bat pour que les RATP restent au public et ça appartient au public et non à une boîte privée pour rentabiliser, faire que du fric au détriment des usagers et des agents de la RATP. Tu fais partie d'une coordination RATP SNCF, donc tu es en lien avec des conducteurs de bus dits privés. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'ils t'ont dit sur leurs conditions de travail justement? Oui, ce qu'ils m'ont dit sur les conditions de travail, moi déjà avant de rentrer à la RATP, j'étais déjà à la Terra. Je connais c'est quoi les conditions de travail des boîtes privées. Hein. C'est le samedi en 2 ou en 3 fois. Les horaires, c'est quasiment 9h30 de travail par jour. Et ça, c'est très dangereux pour la sécurité. Quand on conduit un bus, on a intérêt d'avoir sa tête et être en pleine forme. Parce que conduire un bus 9h30, on transporte des usagers et il y a des gens qui traversent la route. On n'est pas là pour écraser les gens. Quand maintenant on veut nous imposer des nouvelles horaires et travailler 9 heures par jour, c'est impossible. Parce que c'est un travail de sécurité. Je suis pas à une chaîne en train de changer un boulon. Là, la moindre faute, je peux tuer quelqu'un avec mon bus. Et ça, c'est voilà. On sait que le patron, il en a rien à foutre. Il est là pour rentabiliser. Et si le chauffeur il pourrait rouler 20 heures par jour, ben, il le ferait rouler 20 heures. Là, pour l'instant, ils veulent nous faire rouler quasiment 8h30, voire 9 heures avec les amplitudes qu'il y aura. Depuis le 18 janvier, on est en grève. Pareil, comme pour tout le monde, je pense à l'heure actuelle. Pour le respect et la dignité, on a réclamé une prime à notre charmant patron. Et puis malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. Et puis depuis, on est parti en grève. Et puis il s'est passé une multitude de choses. On est parti en grève depuis le 18 janvier. Pourquoi? Parce qu'on a réclamé une prime à notre patron. Et puis malheureusement, ils ont refusé. Et puis depuis, cette grève, elle dure. Et effectivement, il y a eu la répression. Moi-même, j'ai été presque à la porte de la radiation. Et puis grâce au soutien de tout le monde, on a réussi à faire reculer la direction, on a réussi à leur tenir tête, encore à l'heure actuelle. Quel est le visage justement de la répression? La répression, elle est compliquée un peu la répression, parce qu'en fait, quand tu as en face de toi le mastodonte qui est la SNCF, parce qu'il ne faut pas se mentir, devant toi tu as SNCF Réseau, tu as un directeur d'établissement qui refuse catégoriquement de t'écouter, qui ne donne pas de gain de cause à tes revendications. Et c'est compliqué, mais je pense que là le vent est en train de tourner. Parce que hier j'avais rendez-vous avec la direction justement pour ma révocation. Et lundi on a reçu un mail qui annulait justement toutes les sanctions disciplinaires, tous les rendez-vous disciplinaires ont été annulés par la direction. Donc c'est un grand pas, c'est une bataille qui a été gagnée. Sur beaucoup de cas de figure, ils ont été très très loin. Il faut savoir qu'on est dans la première guerre européenne, la deuxième ou troisième guerre mondiale. Et ce qu'on réclame, c'est peu de choses. On réclame une prime de 20 € par personne et par jour. Et le problème, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on voit des entreprises extérieures venir faire notre travail alors qu'on est en grève et qui sont payés des sommes énormissimes. Ça, c'est incroyable. Il n'y a pas la même expérience, il n'y a pas la même technicité. On le voit d'ailleurs. Hein. On le voit, on l'a déjà vu par le passé et même dernièrement. Des travaux qui ont été effectués, malheureusement on a dû repasser derrière. C'est pas du tout la même expérience, c'est pas du tout la même technicité. C'est quelque chose qu'on fait nous tous les jours. Et quelquefois, quand le patron est pris à vouloir faire un chantier à la dernière minute, eh bien on prend ce qui vient, on prend ce qui est pas très cher comme société. Et puis les travaux sont pas... Tire sur les prix et aussi sur la sécurité des passagers. Surtout que nous on est formés des années avant de pouvoir faire cette technicité-là. Alors que des entreprises privées, des fois, la plupart du temps, ils ramènent des intérimaires qui viennent d'arriver et justement... Qui sont pas préparés? Ils sont pas du tout préparés en fait. Première guerre européenne, deuxième ou troisième guerre mondiale, il me semble. Voilà, l'une des premières guerres d'Europe. Et le pire, c'est qu'il faut aussi comprendre que le métier ferroviaire ne peut pas être un métier qui peut être pris par-dessus la jambe comme n'importe quel corps de métier du BTP ou alors tout ce qui est infrastructure routière ou génie civil de base, telle qu'architecture. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est quand même particulier, le ferroviaire.
Et Il faut une science particulière, voilà, il faut un savoir-faire. Oui, on est formé pendant un voilà, an. on est formé à une certaine rigueur. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. C'est une chose que je voudrais aussi préciser parce que maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont dites et qui ne sont pas forcément vraies pour établir la vérité. On est pratiquement l'une des seules brigades voies à la gare du Nord où les travaux sont effectués par nous-mêmes. Donc c'est-à-dire que c'est nous tous agents voies qui sommes sur le terrain avec les outils et la fourche à creuser pour pouvoir remplacer le rail, pour remplacer pratiquement tout ce qui permet au train de rouler. Contrairement à d'autres endroits où pratiquement tout est externalisé. L'externalisation n'est pas chez nous, donc c'est-à-dire qu'avant la grève, c'était exclusivement nous, dans les conditions les plus déplorables qui soient, qui allons faire les travaux. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où oui, mais votre boulot est différent. Aujourd'hui, tout est externalisé, vous n'êtes plus sur les chantiers, vous ne faites plus la main d'œuvre sur les chantiers. n'est pas vrai. Si, là, c'est nous qui la faisons. On l'a toujours fait. On a des outils thermiques, mais c'est des choses qui sont obsolètes. D'ailleurs, dans le protocole de fin de conflit, c'est ce qu'on a demandé justement d'avoir des outils électriques, des outils un peu plus modernes, quelque chose. Il y a des outils, c'est incompréhensible d'avoir ça en 2021. Par Des exemple, clés à choc, pour Ouais. le serrage. Enfin, il y a plein de machines qui sont là pour faire le serrage. Où clairement qu'on voit ceux de l'entreprise privée, on dit que c'est pas réglementaire, mais que justement les dirigeants ils laissent ces entreprises extérieures-là utiliser ce matériel-là, et nous on nous fait comprendre qu'en fait ce matériel-là il n'est pas bon. Et en fait c'est juste pour ne pas nous le donner quoi. C'est pas aux normes. voilà. On nous dit qu'il n'est pas aux normes, qu'il n'est pas normé, mais en même temps quand Vous il avez pas le choix. faut venir des gens dans le privé, et ben ces mêmes personnes-là elles l'utilisent justement, sans qu'ils aient aucun problème. C'est notamment hypocrite et puis surtout aussi c'est une grosse hérésie. Il faut savoir quand même que ces grandes entreprises du BTP qui ouvrent des boîtes et des structures pour faire du ferroviaire utilisent pratiquement tout ce que l'on peut trouver comme machine aujourd'hui dans le bâtiment de travaux publics. Donc c'est-à-dire que ça peut être des tractopelles rail-route, ça peut être aussi des travaux qui sont spécialisés dans certaines opérations de voie, ça peut être aussi plein de choses que eux ont accès à des échelles vraiment très dimensionnantes et nous auxquelles on n'a pas accès alors qu'on pourrait y avoir accès. Notamment, admettons, que ce soit pour remplacer du rail, pour remplacer des appareils de voie. Certaines entreprises vont faire appel à des travaux pour pouvoir soulever les appareils de voie dont la charge peut être de plusieurs tonnes. Et ben nous, on est dans des utilisations assez rudimentaires où on est à 5, 6 sur un portique, à parfois risquer l'accident de travail. Voilà. Et moi, ça fait 20 ans que je suis à la SNCF et on a des familles à nourrir et on a notre métier. Et surtout qu'on bosse essentiellement que la nuit. Et il faut savoir que la nuit, ça joue énormément sur la santé. Et on travaille aussi pour la sûreté des voyageurs, qu'on ne veut pas avoir des morts sur la conscience. Donc on essaie de faire bien notre travail justement. Sur le premier confinement, on avait entendu que tous les gens qui maintenaient le service public allaient avoir une prime. Bah, cette prime-là, on ne l'a jamais vue. Quand on a commencé à réclamer certaines choses justement concernant le Covid, ne serait-ce que dans le départ de la pandémie, des masques, ça a été compliqué. Du gel hydroalcoolique, ça a été compliqué, ça a été vraiment compliqué. On ramenait des masques de nous-mêmes, on ramenait du gel de nous-mêmes. Bon après, comme la pandémie malheureusement a duré, bon, le gouvernement a fait le nécessaire pour avoir les masques et avoir des gels hydroalcooliques dans toutes les grandes sociétés comme la nôtre. Mais il y a des choses, des primes on les a jamais vues. Des primes que vous ne voyez jamais et des conditions de travail. Vous travaillez la nuit. J'imagine également que lorsque vous travaillez, il y a énormément de poussière, que c'est extrêmement pénible lorsque vous devez creuser, lorsque effectivement creuser, couper des rails, décalaminer le rail, lorsqu'un soudeur crée une Expliquez-nous soudure. justement ce que c'est que décalaminer pour les gens qui ne connaissent pas. En fait, le décalamage, c'est une épaisseur de, si je peux dire, de rouille de 4 mm qu'on doit enlever sur le champignon du rail, sur le dessus du rail. En fait, c'est une machine thermique qui vient à la manière d'une meuleuse et d'une grosse, on va dire, une grosse pelle avec pas qui est fibreux, venir frotter le sommet du rail pour pouvoir en fait enlever la rouille, la pellicule de rouille qui est dessus. Et ça permet de pouvoir maintenir la continuité électrique du rail. Parce que ça, il faut savoir aussi quelque chose, c'est qu'il n'y a pas que le courant électrique qui passe seulement dans la caténaire, il y a également aussi un courant électrique qui circule, notamment aussi dans le rail, qui permet en fait de délimiter les cantonnements et les zones de rail en fait, afin de savoir notamment pour des particularités techniques, savoir où est-ce qu'un train se situe, savoir où est-ce qu'une zone s'interrompt,
c'est comme un cantonnement comme sur vos routes en fait. Il y a plusieurs en fait, cantons qui peuvent déterminer et délimiter la route d'un endroit à un autre. Là c'est pareil pour le chemin de fer. Ce sont des particularités qui sont propres au chemin de fer. Moi, en 20 ans de boîte, je suis à 1 700 € en termes de salaire de base. En 20 ans de boîte. Et moi, je suis à 1 300 en 6 ans. Et en gros, c'est justement les primes de nuit, les astreintes qui font qu'on a un salaire assez convenable. Mais à la base, quoi. C'est pas énorme sur la région énorme, parisienne, hein, vu le prix des loyers. Surtout par rapport au flux de la circulation. Et puis aux responsabilités que vous avez également. Par rapport aux responsabilités aussi. C'est tout à fait ça que je voulais revenir. C'est vrai que des fois on est un petit peu critiqué comme des jusqu'au boutistes, comme un petit peu des tirs au flanc. Mais il faut savoir que nous, chez SNCF Réseau, notamment nous la voie, il en découle qu'on a déjà beaucoup plus de responsabilités et de casquettes à tenir que certains autres services à SNCF qui sont tout aussi honorables et qui font tout aussi un aussi bon travail. Simplement comprenez que déjà, que ce soit pour le salaire, que ce soit notamment pour les horaires et aussi pour les responsabilités sur lesquelles on découle, parce que dès lors que nous signons nos documents pour pouvoir travailler, on est exposé à une garantie qui fait que s'il y a la moindre anomalie, plus ou moins grave, on est tout simplement impacté et en découle des sanctions qui peuvent aller même parfois jusqu'à la prison dans le pire des cas, chose que je ne souhaite pas, et que c'est la raison pour laquelle nous demandons aussi cette revalorisation. Donc on prend quand même des risques malgré tout. Et c'est pour ça que oui, moi aussi également en 6 ans, je suis à 1 350 € brut. Et ce qui fait mon salaire, c'est les nuits, c'est les astreintes. C'est également aussi, dès lors que je réponde à mon patron lorsqu'il aura besoin de me solliciter, notamment pour les périodes chaudes l'été, et encore plein d'autres travaux qui peuvent des fois être proposés à certains moments et d'autres, et qui ne peuvent pas être réalisés au moment où les voyageurs prennent le train. Et c'est toutes ces choses-là qui font que c'est ces métiers qui sont peut-être très intéressants, mais qui ne sont pas forcément très attrayants, parce que c'est des métiers à horaires décalés. Et c'est aussi des métiers notamment qui impliquent quand même, physiquement c'est assez éprouvant. Donc forcément c'est sûr que notamment c'est difficile notamment de recruter chez nous, notamment à Gare du Nord. Donc où je veux revenir par rapport à tout ça, c'est que on ne cherche pas en fait à tout simplement prendre de l'argent pour prendre de l'argent. Si vraiment on veut que notre métier en fait soit reconnu à notre juste valeur, que notre engagement à nous soit reconnu juste valeur à Jean de la Voie, et toute la brigade déjà notamment, et c'est la raison pour laquelle on fait grève. Et c'est juste une question de dignité et de respect, tout simplement. Voilà. Un jour où on a fait un rassemblement des 2 brigades qui faisaient grève, justement, on a essayé de faire une photo. Ouais, on a essayé de faire une photo pour montrer l'unité qu'on a entre les 2 brigades sur des voies de service où il n'y a aucune circulation. Concrètement, on est totalement conscient de ça. Et quelques jours après, en fait, ce collègue-là, il a été licencié. C'est un collègue qui avait 4 mois de période d'essai. En gros, il n'a pas renouvelé sa période d'essai sous prétexte justement qu'il ne respectait pas la sécurité. Et quelques jours plus tard, en fait, le directeur d'établissement, celui qui a donné cette sanction-là, il a envoyé un message, il a appelé notre chef d'équipe pour lui dire en gros que si on arrêtait la grève, il le réintégrerait. Cette menace-là, elle a fonctionné parce qu'il y a une bonne partie de notre brigade qui a arrêté la grève justement. Depuis, ils ont recommencé à travailler et ils recommencent encore dans les mêmes conditions qu'avant, alors qu'on avait déjà des problèmes par rapport au travail hors sécurité, hors réglementation. Nos locaux, ils sont délabrés. À la base, on a fait grève pour ça et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé parce que tout le monde a repris le travail en gros. La seule tactique, en fait, c'est celle de la menace à l'heure actuelle. C'est ça, la menace, et ça marche. Et ça marche pour certaines personnes, mais nous, on est encore une vingtaine de grévistes, on est soudés, on est ensemble et encore une fois, s'ils veulent continuer à menacer, qu'ils menacent, nous on va pas lâcher. Ça fait 70 jours de grève, on fait 70 jours de grève là depuis, ça fait 70 jours qu'on fait grève. On peut en tenir 300, 1000 s'il le faut. On va pas lâcher. Et effectivement, on parle d'acquis sociaux et non pas de privilèges. C'est là où c'est important de faire la différence. Il n'y a plus de privilèges depuis très longtemps. Voilà. C'est pas du tout des privilèges. Non, c'est pas du tout des privilèges. D'autant plus qu'on imagine qu'avec, quand vous le dites, 6 ans d'ancienneté, 1 300 € sur la région parisienne, quand on voit le prix des loyers, on se dit comment vous faites aujourd'hui? On vit dans des... Moi perso, je vis dans un F2 avec ma soeur, quoi. Il n'est pas super grand, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas énormément de place. Je sais que par exemple, je suis avec ma soeur elle a la chambre, moi je dors dans le salon sur le canapé. En gros,
on n'a pas forcément les moyens d'avoir des locaux adaptés à nos conditions de vie à cause de notre salaire. On sait très bien que quand on cherche un loyer, ils regardent les fiches de paie. Si les fiches de paie sans les primes, les 1300 €, on aura une habitation où le loyer il permet d'acheter ça, pas par rapport à nos primes en gros. Et la Sablière, ils font quoi? La Sablière, c'est la compagnie, c'est la régie immobilière de la SNCF. Ben moi je suis dans une habitation de la Sablière. Mais après ils me proposent pas plus qu'un F2 en gros, alors que je suis avec ma soeur, elle est sur mon... Alors qu'ils ont la certitude que tu as un emploi puisque tu es chez eux. C'est ça. Je peux parler de la Sablière de petites secondes, parce que moi j'ai fait plusieurs demandes sur la Sablière. Et à chaque fois, on m'a proposé des logements qui sont limite indécents, donc dans des quartiers difficiles, avec des cafards partout. Et moi, je vis là-dedans, j'ai pas le choix avec le salaire que je touche en fait. Donc on est obligé de vivre dans ces conditions avec une femme, un enfant. Et c'est complexe aujourd'hui et les locaux sont peut-être petits, vétustes. Il n'y a pas d'entretien qui est réellement fait? L'entretien est fait plus ou moins, mais c'est la population qui vit ici, malheureusement. C'est difficile aujourd'hui. Ouais. Et puis on voit parfois effectivement tout ce qui est même au PHLM, souvent ils ont tendance à laisser se délabrer certains bâtiments avec des portes qui ne se ferment pas. Des ascenseurs qui ne marchent pas, des insectes, des rats qui se baladent par terre. Et ça vous est proposé? Oui, c'est ça qu'on m'a proposé. Et puis là j'ai dû accepter parce que j'avais pas le choix malheureusement. Et vous avez des jeunes enfants? Oui, j'ai une petite fille de 2 ans et demi. Fille de 2 ans et demi avec justement dans des locaux. Dans des locaux, oui, qui sont pas. Vous avez des rats qui circulent. Pas dans les locaux, mais en bas de la. En bas. En bas, oui, dans l'immeuble, oui, on a des rats. On a des rats, c'est infesté de cafards. Ah oui. Donc c'est difficile à vivre. Ouais. Et au niveau de l'espace qui vous ont laissé, d'espace de vie, comment ça se passe? Est-ce qu'ils s'adaptent au profil quand vous avez une famille ou est-ce que vraiment... Non, honnêtement, ça, ils s'adaptent pour ça par contre. Ouais, j'ai quand même assez d'espace pour 3 personnes. D'accord. Donc ça, je peux pas leur cracher dessus là-dessus, ils sont corrects là-dessus, mais c'est plus les endroits qu'ils proposent en fait. D'accord. Et le problème, c'est que si on continue de refuser, au bout d'un moment, ils nous proposent plus rien. On est radié, on est obligé d'attendre. Je suis aussi malheureusement enclin avec ce même problème. C'est-à-dire qu'on propose des logements qui ne sont absolument pas du tout décents à ma situation. C'est-à-dire que je vis avec ma conjointe, on a un bébé qui est de 4 mois. Le problème, c'est que la même chose aussi, je ne peux absolument pas accepter un genre de logement dans des endroits qui sont tout simplement juste pas du tout convenables et totalement dans des quartiers qui sont complètement délabrés. Là aussi, où je voulais aussi quand même venir là-dessus, c'est que bien sûr c'est la Sablière, il y a quand même quelque chose pour les agents SNCF, c'est quand même quelque chose qui est vraiment pris au sérieux et qui est vu comme un avantage pour nombreux de Français. Malheureusement, moi c'est la même chose aussi, je ne peux pas me permettre d'accepter un logement qui, en plus de ne pas répondre dans ses particularités techniques à ce que je recherche, puisse être dans un lieu qui est vraiment au-dessus de ce que l'on peut qualifier d'infréquentable. Toxicomanie, les nuisibles, des problèmes aussi également qui me sont déjà arrivés quand je vais faire des visites, des problèmes d'humidité, alors qu'on m'a juré que c'était une histoire de porte qui était ouverte il y a à peine 5 minutes. Et quand on me fait visiter un logement comme ça et qu'on est le printemps et qu'il fait même pas 19 degrés, porte ouverte, j'ai un peu du mal à y croire, voyez-vous. C'est plein de choses comme ça en fait. Donc c'est pour ça que... Peut-être des remises en question à faire. Énormément. Et la même chose, on me propose encore ce genre de logement à chaque fois. Dès lors qu'on commence à refuser, on commence à ne plus avoir de réponse. Je trouve que c'est quand même c'est invraisemblable. On est quand même dans des conditions abracadabrantesques et qui sont limite même, à la limite même de la fabulation pour certaines personnes. Mais c'est pourtant vraiment ce qu'on vit en fait. Et j'espère que ça sera vraiment entendu et que vraiment les gens vont se rendre compte que oui, ça se passe vraiment comme ça malheureusement. Avec ma conjointe, on est deux, on se serre les coudes, mais c'est pas évident avec un salaire de base de 1300 €, pour que je puisse avoir vraiment de quoi en vivre raisonnablement et correctement sans avoir à compter mes sous. Je suis pratiquement pas à la maison quoi. Donc avec un bébé en bas âge, forcément pour la vie de couple c'est pas forcément l'idéal quoi.